ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Madame Zaliha Azadeh. Ça fait plus que 30 ans qu'elle travaille d'une manière acharnée comme sociologue, politologue, mais avec un regard de recherche réel sur tout ce qui concerne la sociologie politique iranienne, surtout la jeunesse et les femmes. Et la règle chez nous, c'est que vous dites pourquoi ce livre. Oui. Et c'est quoi ce livre? Et le fait même que c'est un ensemble d'œuvres aussi que vous avez fait, ça serait pas mal de faire une référence à ça. Après, il y aura une petite discussion ensemble. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci beaucoup de votre invitation et à vous d'être venu. Voilà. En fait, la raison pour laquelle j'ai pensé à travailler sur cet ouvrage, qui m'a pris plusieurs années quand même, c'est que la montée de l'islamisme radical suite aux attentats meurtriers aux États-Unis, en Europe et un peu partout, ont fait que ces dernières années en particulier, quand je dis années, ça veut dire aussi quasiment décennies, il y a une perspective essentialiste culturaliste qui a été popularisée au sein non pas seulement des décideurs, mais surtout aussi des sociétés occidentales, selon lesquelles les musulmans et musulmanes seraient par essence différents et différentes des occidentaux occidentales. Et donc, en particulier les femmes musulmanes qui seraient soumises au patriarcat et donc lequel trouverait ses origines dans l'islam. Et donc l'islam de ce fait est considéré par beaucoup comme l'entrave principale de l'émancipation des femmes, et même de sorte que même quand on regarde par exemple disons l'emploi des femmes, dont le taux effectivement est beaucoup moins important que dans les pays industrialisés ou voire même post-industrialisés, beaucoup disent bah, c'est l'islam qui empêche les femmes de travailler. Ce qui est absolument faux, bien évidemment. Donc, c'est finalement ces questions-là, d'une part, d'autre part, bien évidemment, la montée en puissance de l'islamophobie, ou plutôt de musulmanophobie également, qui m'ont emmené à réfléchir davantage sur l'islam, sur les sociétés musulmanes, et je me suis posé réellement la question, c'est une quête pour moi, de savoir est-ce que tout ça c'est la faute de l'islam, c'est à cause de l'islam ou quoi. Donc également ce qu'on peut constater, c'est que cette vision essentialiste culturaliste selon laquelle les femmes musulmanes seraient incapables de se libérer et elles auraient besoin d'être libérées, par qui? Par les interventions occidentales, etc. Eh bien, a pendant un certain temps, mais une période quand même très restreinte, très limitée, a cédé la place à une autre vision, et ça du fait de la participation des femmes dans les révolutions arabes en 2011. Mais on a vu qu'assez rapidement, bien sûr, personne ne nous a expliqué comment se fait-il, dans les médias par exemple, qu'on passe de statut de femmes soumises au statut de femmes actrices et faiseuses de révolution. Personne dans les médias ne s'est donné la peine de nous l'expliquer. Et puis au lendemain de ces révolutions, lorsque Morsi s'est fait élire président, Morsi de Frères musulmans en Égypte, et également Ennahda tunisien a obtenu la majorité, eh bien de nouveau on est revenu vers la même perspective essentialiste culturaliste. Regardez, ces musulmans de toute façon sont profondément antidémocratiques, et c'est ancré dans leur religion, etc. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour que la démocratie puisse un jour voir le jour dans nos sociétés, il faut dire au revoir à la religion, il faut soit
se convertir à une autre religion ou quasiment ou choisir d'être athée. Voilà, donc c'est en gros, bien sûr je schématise, mais en gros c'est ce qu'on voyait. Et donc moi ce que j'ai commencé à faire, et c'est pour ça que c'est suivant votre proposition, je reviens à ce que j'ai déjà publié, mais tous mes livres ne sont pas bien sûr pas là, c'est que lorsque je faisais mes études doctorales et master aux États-Unis, je me suis rendu compte que malgré tout, en Iran, les femmes étaient très actives et tentaient par tous les moyens de se battre, de lutter pour changer les lois et les institutions, en partie des femmes qui se disaient musulmanes à travers une relecture et réinterprétation de la religion. Et donc, la première chose que j'ai faite après la thèse, quand je suis rentrée en Iran, enfin d'abord en France, ensuite en Iran, c'était effectivement de faire des recherches assez diversifiées. J'ai à la fois commencé à travailler sur, par exemple, les migrantes rurales qui habitaient dans la périphérie de Téhéran pour voir un peu les effets migratoires, etc. Mais d'un autre côté, et la gentilité des femmes, et d'un autre côté, j'ai travaillé sur beaucoup de femmes d'élite. Quand je dis élite, ce sont des femmes instruites des classes moyennes, urbaines, dont certaines étaient ou se référaient à l'islam, d'autres pas. Hein. Il y a aussi des femmes séculières. Et donc, ça a commencé là. J'ai publié des articles dès mon retour en France, 1995, et par la suite, par exemple, ce livre qui a été publié en 2002. Donc, la partie contemporaine, je veux dire, pour moi, c'était bien sûr plus ou moins élucidé. Restait la partie historique. Et n'étant pas historienne moi-même, même si ma spécialité est la sociologie politique et historique, hein, et que j'avais travaillé sur l'Iran et l'Égypte, eh bien, je me suis donné la peine de, à l'aide, si vous voulez, des historiens et historiennes de l'islam, mais aussi en particulier de la région du Moyen-Orient, à m'intéresser à l'histoire de l'islam, dès l'avènement de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette partie historique, bien évidemment, est fondée sur des sources secondaires, c'est-à-dire que j'ai lu ce que les autres ont fait et publié, c'est-à-dire, si vous regardez mon livre, la quasi-totalité de mes références sont en langue anglaise, parce que les Moyen-Orientaux et Moyen-Orientales eux-mêmes aussi publient souvent en anglais pour être lus, tout simplement. Et puis, on a beaucoup de chercheurs de langue anglaise qui travaillent beaucoup, notamment à base des archives ottomanes, par exemple, et d'autres types d'archives. Et ces dernières années, donc, nous avons, à partir de la décennie 90, de plus en plus donc, des travaux historiques sur ces sociétés. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Iran, l'Égypte, sur lesquels j'ai déjà travaillé, et la Turquie, qui m'a beaucoup intéressée. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches de terrain aussi en Turquie à partir de 2012, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Finalement, qu'on est face en gros à deux islams. Il y a l'islam hiérarchique, selon laquelle les inégalités entre les hommes et les femmes en particulier est au fondement de mariage et de pouvoir patriarcal. Donc cet islam hiérarchique qui existe, et puis un autre islam qui serait un islam du type égalitaire, fondé sur une vision, si vous voulez, égalitaire et éthique de l'islam. Donc, c'est, si vous voulez, ces constats émanent du fait que, quand vous regardez ces sociétés, vous vous rendez compte que les femmes ont le même droit au travail que les hommes, le même droit politique, en gros. Alors il y a parfois des entraves, mais en gros, les femmes dans beaucoup de ces sociétés ont obtenu leurs droits politiques, hein, en Iran en 1963, en Égypte 1956, dans les pays du Maghreb après les indépendances.
elles ont les mêmes droits à l'éducation, mais elles n'ont pas les mêmes droits en ce qui concerne l'institution familiale. C'est-à-dire que le code civil ou les codes de statut personnel sont des moments où, effectivement, les femmes ne jouissent pas du tout des mêmes droits et où l'inégalité entre les hommes et les femmes est inscrite dans ces lois, à quelques exceptions près, en particulier, par exemple, le Code civil turc institué par Mustafa Kemal Atatürk, mais même là, je ne peux pas dire que l'égalité existait ou existe. Et le code de statut personnel tunisien sous Bourguiba, qui s'est amélioré par la suite, qui était, comme il le disait d'ailleurs, fondé sur une vision moderne de l'islam, mais où l'égalité non plus n'existait pas. Mais heureusement, du fait des transformations sociales, politiques, culturelles de ces sociétés, ces codes de statut personnel, code civil ou code civil, comme c'est le cas en Iran, se sont améliorés sans pour autant parvenir à l'égalité. Donc, pour moi, si vous voulez, la question était de savoir d'où venait cet islam hiérarchique qui, effectivement, privilégiait les hommes et les femmes. Et raison pour laquelle je pense que la raison se trouve dans le fait que l'islam n'a pas créé, mais l'islam a renforcé le mariage patrilinéaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le berceau donc, de l'islam, les mariages auparavant étaient matrilinéaires. Les enfants restaient dans la tribu de leur mère et les hommes venaient, ou on appelle ça aussi uxerie locale, hein, selon les jargons des anthropologues, et donc venaient rester avec leur femme, dans la tribu de la femme, ou pouvaient juste rendre visite à la femme et s'en aller. Et les enfants restaient avec leur mère. C'est effectivement l'histoire de Mohammed lui-même, du prophète, donc, puisque il restait dans la famille, c'est-à-dire dans la tribu de sa mère, et n'a été donné à la tribu de son père qu'après la mort de Amené, sa mère. Sachant que Mohammed avait perdu son père Abdallah pendant que Amené était enceinte. Et je pense que ce type de mariage matrilinéaire, bien sûr, donnait beaucoup plus de droits et pouvoir en ce qui concerne la gestion de leur sexualité aux femmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il y avait d'égalité, puisqu'on sait aussi que parmi un certain nombre de ces habitants de la péninsule arabique, on enterrait par exemple des filles. Et l'islam viendra aussi interdire l'enterrement des filles, mais il ne faut pas généraliser. C'est-à-dire, ce que je suis en train d'émettre comme idée, c'est qu'il faut vraiment faire des recherches pour voir de quelle partie même de la péninsule arabique on parle, de quelle partie, parce qu'il y a même des différences entre la Mecque et Médine, pour vous dire, alors qu'ils ne sont pas très loin, si vous regardez l'Arabie saoudite actuelle, par exemple. Et donc, c'est ce type de mariage patrilinéaire qui a été renforcé par l'islam au détriment de mariage matrilinéaire. Si vous regardez, alors moi j'ai pris deux épouses du prophète pour illustrer ça. La première épouse Khadija, qui émane de l'époque matrilinéaire, si vous voulez. Alors Khadija, comme vous le savez, était une entrepreneur, selon le jargon actuel. Elle était beaucoup plus âgée que le prophète, qu'elle était déjà mariée, divorcée, ou veuve, etc. Et c'est elle qui a bien sûr embauché Mohammed, qui à l'époque n'était pas bien sûr encore prophète, et c'est elle qui va lui demander sa main. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé à l'époque avant, bien sûr, l'avènement de l'islam. Et deuxième exemple que je donne, c'est Aïcha, donc l'épouse favorite du prophète après Khadija, qui, elle, date de l'époque après l'avènement de l'islam, c'est-à-dire l'époque
où les mariages étaient devenus patrilinéaires. Et donc, j'explique, bon, le prophète, on le sait, est resté monogame pendant que Khadija vivait, c'est-à-dire pendant jusqu'à ce qu'elle décède à l'âge de 60 ans. Tandis que il devient polygame par la suite, etc. Est-ce que c'est l'islam qui est à l'origine de tout ça? Non, c'est trop facile de dire que c'est l'islam qui est à l'origine. L'islam n'est pas à l'origine, et raison pour laquelle je mets l'islam à son avènement dans le contexte sociopolitique, culturel de la région, d'une part de l'Arabie et d'autre part les influences des empires perses, byzantins et autres, pour voir à quel point l'islam, et puis des religions monothéistes avant l'islam bien évidemment, pour mesurer à quel point l'islam s'est laissé aussi influencer en termes de tradition, voilà, par tout ça. Et en fait, il s'avère que les commerçants de la Mecque étaient devenus très prospères et qu'ils ont souhaité ne plus distribuer les gains au sein de la communauté, parce que c'est comme ça que les Bédouins vivent, mais garder, si vous voulez, l'argent de leur commerce. Et donc c'est ainsi qu'ils ont souhaité passer leur richesse, leur capital, si vous voulez, si j'utilise le jargon d'aujourd'hui, à leurs fils. Et donc, ça participe énormément au changement de type de mariage pour aller vers le mariage patrilinéaire. Et c'est là que les pères commencent à effectivement transmettre leur nom à leurs enfants. L'islam n'a fait que renforcer et instituer ce fait. Autre chose, c'est si vous regardez la Médine. Médine est était une société agricole, contrairement à la Mecque qui est une société commerçante. Et donc, la loi successorale islamique s'est calquée sur le modèle de Médine, c'est-à-dire les femmes héritent la moitié de la part des hommes. Ça, c'est calqué sur le modèle de Médine, qui, selon les Mécois, était très en avance par rapport au statut des femmes à la Mecque. Voilà. Vous voyez, donc, voilà. Après, je regarde d'autres questions qui nous préoccupent, nous, franchement pas moi, mais en France, un peu partout, c'est la question du voile. Alors, beaucoup pensent que c'est une invention de l'islam, là encore. C'est faux, hein, vous le savez peut-être, puisque le premier code qui parle du voile et qui le rend obligatoire pour les femmes d'aristocratiques et d'origine supérieure, c'est le code de Hammurabi qui date de 1772 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 4000 ans. Un autre, c'est la loi assyrienne, 1300 avant Jésus-Christ. Après, vous avez l'Empire perse, qui n'est pas loin de l'Arabie, et dans lequel les femmes aristocrates portaient aussi un voile. Quand je dis le voile, je ne parle pas de couvre-chef manteau, hein, le voile en signe de statut social. Et donc, c'est Empire byzantin aussi. Et donc, c'est ce modèle-là, voile en tant que marqueur ou symbole de statut social, qui sera adopté par l'islam. D'ailleurs, les deux sourates qu'on a, les versets qu'on a dans le Coran vont tout à fait dans ce sens-là. Donc, les influences réciproques des empires. À cela s'ajoute le fait que beaucoup de femmes, à l'époque du prophète, que je fais un petit peu parler, et aussi après le prophète, eh bien, c'était des femmes qui revendiquaient leurs droits et qui essayaient par tous les moyens de s'imposer et de l'obtenir. Maintenant, alors, il y a un personnage parmi tous les autres qu'on connaissait. Bien sûr, on connaît Fatima, la fille du prophète, et l'épouse d'Imam Ali. On connaît Zainab. Il y a un personnage que moi, je connaissais vraiment pas,
ou très peu, j'avais juste entendu parler de son nom, bah, c'est Sakineh. Sakineh ou Sekaineh. Les Arabes disent Sekaina, en persan on dit Sakineh. La fille d'Imam Hussein. Alors, Imam Hussein, c'est donc le mythe central du chiisme. Troisième imam, qui, à Karbala, était accompagné de sa famille, y compris de cette Sekaina ou Sakineh, qui avait à l'époque 9 ans. Il n'y a plus aucune information sur Sakineh dans les sources. Il y en a qui disent qu'elle serait tuée, elle aurait été tuée avec son père à Karbala. Il s'avère que ce n'est pas vrai. Et il s'avère que Sakineh a vécu jusqu'à l'âge de 68 ans et que c'était devenu une femme intellectuelle, avec le jargon d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est-à-dire quelqu'un qui aimait beaucoup la poésie. En même temps, c'était quelqu'un qui, par exemple, imposait son souhait lors du mariage à ses maris. Elle aurait contracté 5 mariages différents et à chaque fois, elle inscrivait dans le contrat de mariage qu'elle refusait de se soumettre aux exigences de son épouse, qu'on appelle tamkin. Voilà. Et en même temps, elle ne portait pas le voile et elle fréquentait beaucoup les hommes poètes ou savants. Alors, la question que je me suis posée, c'était pourquoi il n'y a pas grand-chose, voire rien du tout sur Sakineh en persan, par exemple. Dans un pays chiite, c'est quand même la fille d'Imam Hussein. Parce que c'était une femme qui non seulement s'imposait, mais s'imposait aussi dans sa vie privée. Et peut-être qu'on n'a pas voulu qu'elle soit ou qu'elle devienne le modèle. Donc, ce qu'on constate, c'est que effectivement, les femmes, ce que j'essaie d'émettre comme idée, c'est que les femmes étaient et sont des enjeux de pouvoir, mais ont essayé aussi, ma foi, parfois par tous les moyens, d'être aussi en quête de pouvoir. Mais le pouvoir tel que je le comprends n'est pas le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'un groupe sur les autres. Hein. C'est un pouvoir diffus. Voilà, c'est un peu, si je veux dire, si vous voulez. Et donc, raison pour laquelle je me suis mise à lire ces femmes qui étaient en quête de pouvoir à la fois religieuse, autorité religieuse, politique, militaire, économique. Et je n'ai pas arrêté, au fur et à mesure que je faisais mes lectures, de tomber sur des exemples de ces femmes. Il n'y en a pas une, deux, trois, quatre, il y a des milliers. Et donc, si vous regardez mon livre, ma discussion porte sur 4 périodes. Donc l'avènement de l'islam, la période médiévale, la période moderne et la période contemporaine. Sur la période, par exemple, médiévale, vous avez des milliers de femmes qui se formaient en études religieuses, qui enseignaient dans des écoles religieuses et qui avaient énormément de disciples et dont l'autorité était acceptée par des savants religieux, plusieurs savants religieux, alors à la fois à Bagdad, à la fois au Caire et à la fois ailleurs. Et en ce qui concerne l'Iran, on avait beaucoup de femmes plutôt oref, plutôt mystiques. Voilà, il y a même des livres en persan qui sont parus récemment sur ces femmes-là. Donc, y compris d'ailleurs au Maghreb, pas seulement au Moyen-Orient. Mais avant ça, l'époque, si vous voulez, médiévale, je me suis intéressée à la dynastie fatimide que j'ai un peu découverte. Parce qu'on connaît les Abbassides, mais on connaît très peu ou pas les Fatimides. En tout cas, c'était mon cas. Et donc là, mon étonnement était grand d'apprendre que sous la dynastie des Fatimides, qui ont commencé par l'Afrique du Nord et aussi le Yémen, avait pour capitale le Yémen, et plus tard aussi le Caire. D'ailleurs, le Caire doit sa splendeur aux Fatimides. Il y avait de nombreuses femmes qui étaient Malika, c'est-à-dire qui étaient reines, mais reines pas en tant que femmes seulement du roi, mais reines qui régnaient. Et d'où l'autorité religieuse, et là je donne 2 exemples, autorité religieuse était reconnue dans la mesure où leur nom était dit dans les sermons lors des prières à la mosquée.
Donc, ce n'est pas seulement l'autorité politique, mais c'est aussi l'autorité religieuse et l'autorité aussi d'une autre femme, par exemple, au Caire, Sita al-Mulk, qui arrive au pouvoir et qui règne, et à chaque fois pendant de nombreuses années. Donc, ce n'est pas des accidents, ce n'est pas un accident. Et ce que je constate, c'est que selon les historiens arabes, selon ces savants qui sont cités, effectivement, l'autorité de ces femmes n'était pas du tout contestée par la société. Mais la question, c'est que le madrasa, le système de madrasa était étatique et on refusait aux femmes d'être, par exemple, directrices d'une école religieuse, même si elle avait énormément de disciples partout, parce qu'en plus de ça, elle voyageait. C'est intéressant. Ils avaient une mobilité géographique aussi très intéressante. Puis j'avance, parce que le temps avance aussi, j'arrive dans cette quête à l'époque, disons, moderne, et je prends l'Empire safavide et l'Empire ottoman, autour desquels, Empire ottoman, il y a énormément de recherches, et Empire safavide, on en a quelques-unes. Et là aussi, effectivement, on constate que les femmes sous l'Empire safavide, alors l'Empire safavide, pour ceux qui ne le savent pas, date de 1502, et c'est sous les safavides que le chiisme devient la religion d'État. En revanche, tout ce qu'on regarde, c'est que, tout ce qu'on voit, c'est que les femmes de la cour royale, hein, parce qu'on a très peu d'informations sur les femmes dites ordinaires, ou que j'appelle ordinaires, mais au moins sur les femmes de la cour royale et les femmes guerrières et les femmes des familles aisées. Nous avons beaucoup d'informations grâce aux archives de Waqf. Waqf, c'est une institution religieuse où beaucoup de femmes qui étaient bien évidemment d'origine aisée, pas seulement royale mais aisée, possédaient des biens, comme vous le savez, parce que dans l'islam, eh bien, les femmes ont le droit à la propriété et même après le mariage, elles préservent ce droit. Et donc, ces femmes léguaient en fait une partie de leurs biens à l'institution de Waqf. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles, souvent, elles nommaient une administratrice, donc une femme, pour gérer le Waqf après leur décès. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, et là je suis en train de dialoguer contre les féministes, des féministes occidentales qui disaient souvent les femmes musulmanes étaient absentes de l'espace public et donc elles sont prisonnières de harem, etc. Eh bien, les femmes de l'aristocratie ne sortaient pas du fait de leur statut, tout comme les hommes de l'aristocratie ou de la cour royale qui n'étaient pas censés sortir et se faire voir par les gens ordinaires, si vous voulez. En revanche, ces femmes, ce que je dis, c'est que ces femmes étaient omniprésentes dans l'espace public à cause de leur œuvre caritative, par exemple des madrasas ou des écoles, les hammams, les caravansérails, des fontaines, et qui portaient souvent leur nom. Donc, ces femmes étaient présentes, sauf que la présence était symbolique à travers donc, leurs œuvres caritatives. Après, comment dire que les femmes étaient prisonnières de harem? Moi, je suis sociologue, donc ce qu'on sait, c'est que ces pays-là étaient, comme en France d'ailleurs, jusqu'aux années 50, en France, on oublie souvent que la France était un pays agricole jusqu'aux années 1950, hein, la quasi-totalité de la population était agraire, c'est-à-dire rurale et tribale. Une minorité vivait dans les villes. Et donc, comment dire que les femmes étaient prisonnières? Comment une femme paysanne peut être prisonnière de harem? Elle travaille, sinon plus que les hommes, du moins autant que les hommes, les femmes tribales aussi. Et donc, il y a une minorité infime des femmes qui effectivement vivaient dans le harem. Et donc, mais même ces femmes de harem, et ça, j'ai beaucoup utilisé bien sûr les travaux d'historiens et historiennes, étaient en rapport étroit avec les femmes des classes populaires et des classes et des rurales, etc.
Sous les Safavides, il y a plusieurs femmes qui avaient pendant plusieurs périodes et de nombreuses années le pouvoir ou participer au pouvoir politique, au pouvoir militaire même, dont 2 ou 3 qui sont très connus, c'est Mahin Banu et Pari Khan sont parmi les plus connus autour desquels nous avons des travaux. Puis, dans l'Empire ottoman, et j'ai oublié de dire que la première lecture qui date d'il y a beaucoup d'années, j'étais étudiante aux États-Unis, qui m'a vraiment beaucoup intéressée, c'est un historien, homme donc, qui s'appelle Peter Jennings et qui a fait des recherches très intéressantes sur les archives de l'Empire ottoman, sur Anatolie orientale, XVIIe siècle. C'est-à-dire sous l'Empire ottoman, donc, mais Anatolie orientale, c'est la partie, si vous voulez, très orientale de la Turquie actuelle. Hein. Et ce qu'il montre à travers des archives, c'est que les femmes, seules, allaient voir le Gadi, le juge religieux, elles obtenaient les droits, leurs droits, c'est-à-dire le droit au divorce, la garde de leurs enfants après le divorce et leur part de l'héritage. Et que aucun homme, ni mari, ni frère, n'osait, par exemple, mettre la main sur leur bien à elles. Donc, la question, là encore, que je peux me poser est de savoir, mais comment, à ce moment-là, on peut dire que les femmes n'avaient pas de droit ou que c'est la religion qui privait des femmes de leurs droits. Il y a un mythe qui n'est pas le tiers mythe, mais un mythe répandu, assez bien ancré, selon lequel la modernisation de ces pays-là a fait que les femmes ont commencé à protester et ont commencé à vouloir obtenir des droits, se calquant sur le modèle occidental. Ça, c'est faux aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, je donne un contre-exemple, l'Égypte, sous Mohamed Ali, je suis en 1804, Mohamed Ali, qui est d'origine albanaise, arrive au pouvoir en Égypte et instaure une dynastie. Et c'est un homme modernisateur, hein, tout comme par la suite Reza Shah et Kemal Atatürk. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va moderniser l'Égypte, industrialiser l'Égypte, il va mettre en place un système éducatif et également, il va importer un modèle occidental de bourse et de banque. Sauf qu'à l'époque, en Occident, on oublie souvent, les femmes qui se mariaient perdaient leur droit au contrôle de leur propriété. Et donc, il va instaurer le même principe en Égypte. La moitié du 19e siècle, si vous regardez l'Égypte, si vous regardez la Syrie, et même en Iran, il y a des travaux de Mme Etehadie Nizam Mafi qui le montrent, les femmes étaient très actives dans les transactions financières et posséder et bander et acheter beaucoup de biens. Les chiffres, je les donne pour la Syrie et l'Égypte. Et donc, petit à petit, du fait de cette modernisation calquée sur un modèle occidental, elle commence à perdre ses droits et il a fallu attendre plusieurs décennies afin de regagner les mêmes droits. L'autre problème, c'est la codification, bien évidemment. Quand on codifie, selon certaines normes, eh bien, les femmes perdent leur droit de négociation. L'exemple que je vous ai donné de l'Anatolie orientale, c'était que les femmes, et d'ailleurs que je donne aussi pour l'époque fatimide, je reviens à l'époque fatimide, je ne suis pas ismaélienne, hein, mais c'est une époque qui m'a beaucoup intéressée. Pourquoi? J'ouvre une parenthèse. À l'époque fatimide, les femmes avaient le même droit à l'héritage que les hommes. Pourquoi? Parce que le droit à l'héritage n'était pas selon le genre. Ici, tu peux me diffuser largement. Pardon. C'était pas selon le genre, le droit à l'héritage, mais selon le sang, le lien de sang avec le défunt. Et comme la fille a le même lien de sang avec son père que le garçon, eh bien, ils héritaient la même part.
les femmes, sous les Fatimides, avaient le droit à l'avortement, ce que les femmes n'ont pas aujourd'hui dans beaucoup de sociétés, y compris à Alabama, par exemple, d'ailleurs, depuis quelques jours maintenant, sans être obligées d'avertir ou de demander l'autorisation de leur mari, et j'en passais d'autres. Et elles allaient voir, le juge, en lui parlant des choses les plus même privées de leur vie, etc. Bon, je referme ma parenthèse pour revenir sur 19e siècle ou 18e siècle. Ce qu'on constate, c'est que les femmes négociaient avec les juges, et dans le cadre, bien sûr, autorisé par ces lois dites islamiques, qui étaient souvent aussi calquées sur les traditions déjà existantes, etc. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes lois partout. Eh bien, elles parvenaient à obtenir leurs droits. Elles commencent à largement les perdre au fur et à mesure que on vient codifier selon des normes. Depuis, d'ailleurs, on voit qu'on a du mal à sortir de ces inégalités-là. L'Iran est un exemple vraiment parlant, puisque depuis les 40 dernières années, il y a beaucoup de luttes pour le changement des lois discriminatoires, notamment le Code civil, mais ça ne bouge pas. Ce qui me renvoie vers ce que je vous disais, c'est-à-dire le mariage patrilinéaire et donc patriarcal, qui est au fondement, si vous voulez, du pouvoir islamiste. D'où l'enjeu très important que représentent en fait les femmes et leurs droits. Alors, j'ai également rapidement, pour pouvoir échanger avec vous, un chapitre donc sur le contemporain, je montre que les femmes ont participé, en tout cas dans ces trois exemples, Iran, Égypte, Turquie, dans les mouvements sociaux de leur pays, à partir notamment du début du XXe siècle, voire un peu avant. Je parle de Djombé Tamoko, le mouvement de tabac pour l'Iran, la révolution constitutionnelle qui est la première révolution constitutionnaliste au Moyen-Orient, également les femmes égyptiennes qui ont participé à la révolution de 1919 en Égypte et qui étaient, comme les femmes iraniennes, à la fois militantes des droits des femmes, mais également anticolonialistes et nationalistes et indépendantistes, etc. En même temps, la Turquie 1919, où les femmes participent activement à la libération d'Istanbul. Donc, les femmes ont participé activement aux transformations politiques, sociales, économiques, etc. de leur pays. Et comme je l'ai dit précédemment, plusieurs ont été aussi sultanes dans l'histoire de l'islam et leur pouvoir était accepté. Mais non seulement les historiens, souvent arabes, puisque une bonne partie de tout ce qu'on raconte concerne le monde arabe, mais aussi iraniens, mais également occidentaux, ont eu tendance jusqu'à très récemment à cacher, ne pas voir ou ne pas laisser voir ces réalités que je suis en train de vous raconter. J'ai même eu récemment, quand je dis récemment, c'est il y a 4-5 ans, lors d'un congrès international, j'ai apostrophé un grand historien de l'Iran contemporain, que je ne vais pas nommer, mais qui, dans ses travaux, ne parlait absolument pas des femmes. Et j'ai dit, mais comment est-ce possible d'écrire sur la révolution constitutionnelle sans parler des femmes? Il y a plusieurs dizaines de femmes qui ont été tuées. Il y a des femmes qui ont pris les armes. On a leurs photos, on a des témoignages aussi des Occidentaux, des Russes, de ceux qui étaient sur place, quoi. Et les femmes ont participé activement à la révolution de 1979 en Iran. Sans la participation des femmes, jamais la révolution n'aurait triomphé. Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mais non, les femmes n'ont jamais existé. Moi, je ne peux pas inventer quelque chose qui n'a pas existé. Et là, bon, il a eu ce qu'il a eu. Hein, mais je veux dire, et ça date il y a 4 ans. Et cette personne est la référence sur l'histoire contemporaine de l'Iran. Et un autre exemple,
c'est Bernard Lewis. Vous avez certainement ses ouvrages. Bernard Lewis qui était la référence d'historien spécialiste de l'islam et du Moyen-Orient, qui était britannique et qui est décédé récemment. C'est l'autorité. Hein. Et Bernard Lewis a écrit en disant non, dans l'histoire de l'islam, il n'y a aucune reine, aucune femme n'est jamais arrivée, n'est jamais parvenue à une position d'autorité. Alors, une ou deux reines qui ont existé étaient d'ailleurs chrétiennes. Voilà. Bon, donc, l'invisibilisation, je suis désolée, hein, l'invisibilisation des femmes continue. Et donc, moi, à travers tout ça, j'ai essayé d'étairer, de montrer, de visibiliser et de dire que une bonne partie de ce qu'on met aujourd'hui sur le compte de l'islam, y compris en ce qui concerne l'Iran, eh bien, c'est du fait d'une interprétation rigide, figée et obscurantiste de l'islam. On peut avoir aussi d'autres interprétation plus adaptée à la réalité de nos sociétés d'aujourd'hui, c'est-à-dire il faut prendre notre distance avec cet islam hiérarchique qui a été instauré et qui est dominant au profit de l'islam plus égalitaire avec une vision donc éthique de l'islam. Et ça, je l'ai essayé de le démontrer à travers mes recherches de terrain, à la fois sur l'Iran et également sur la Turquie, puisque j'ai travaillé sur une association très importante de femmes qui s'appelle Başkent à Ankara et également à Istanbul, qui sont des femmes qui se disent féministes musulmanes et qui œuvrent depuis 1995, date de leur création jusqu'à aujourd'hui, pour effectivement aller à l'encontre de conservatisme de leur propre milieu social, parce que beaucoup de ces femmes sont d'origine d'ailleurs de classe moyenne ou classe rurale, rurale, et celles d'entre elles qui sont par exemple membres ou proches des partis tels AKP au pouvoir, me disaient mais on se bat contre les conservatismes de notre milieu, c'est-à-dire d'AKP qui aujourd'hui d'ailleurs au pouvoir est devenu de plus en plus d'ailleurs conservateur. Donc ces femmes militent et ces femmes se forment, tout comme en Iran, parce qu'en Iran, dans les années 90, j'avais travaillé sur une école religieuse où les femmes venaient se former afin de pouvoir améliorer justement la condition des femmes, disait-elle. Et en Turquie, il y a beaucoup de femmes issues de cette association, membres de cette association, qui sont docteurs de l'université en études islamiques et donc qui sont en mesure, si vous voulez, de réinterpréter l'islam et ses lois afin d'instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes ou ce qu'elles appellent la vision éthique de l'islam. Voilà, je vous remercie.